Quand il ne s'agit pas d'un phénomène météorologique, un vortex, c'est quoi? C'est un sas, c'est une porte ouvrant sur d'autres dimensions, disons-le, sur d'autres univers parallèles. Les vortex, les phénomènes liés aux univers parallèles abondent dans la science-fiction. Mais est-ce qu'il s'agit seulement de science-fiction? J'ai utilisé moi-même dans nombre de mes ouvrages ces thèmes des univers parallèles, des autres dimensions. Nous pourrons y revenir le cas échéant. Pour nous informer, nous nous sommes rendus aux Presses de la Cité à Paris et nous avons été les hôtes de Martin Soliren et Bianca von Heroth aux éditions Vaugirard. Ils étaient en pleine réunion avec leur staff et nous avons là rencontré Raymond Audemarre. Raymond Audemarre, tu es un vieux de la vieille de la science-fiction, tu as fait des critiques littéraires depuis très longtemps, tu es un adaptateur, tu travailles d'ailleurs sur des bouquins tels que ceux de Blade, le fameux héros, n'est-ce pas, dirigé par Gérard de Villiers. Tu es directeur d'une collection aux éditions Vaugirard. Parlons aussi quand même de confrères qui ont usé et abusé pour le plaisir de leurs lecteurs d'ailleurs des vortex. C'est vrai que les plus grands de la science-fiction ont utilisé le thème des univers parallèles parce que c'est une façon extraordinaire de présenter un autre monde, une autre conception du monde ou de l'univers sans avoir à passer par le médium qu'est le voyage spatial. Donc le changement d'univers, le passage par un vortex, par un trou, par une déchirure, par une brèche. Je crois que tous les termes ont été utilisés depuis Sheckley ou Sprague de Camp ou Dick ou tous les autres auteurs qui sont intéressés au sujet. Et puis on peut même se dire qu'il y a très longtemps, Rice Burroughs, quand il écrivait les histoires se passant sur Mars, eh bien son vaisseau ne partait pas de la Terre. Il n'y avait pas de vaisseau, à vrai dire. Le personnage simplement regardait Mars dans le ciel et puis en quelque sorte il tombait dans une espèce de trou ou dans une espèce d'autre univers et il se trouvait transporté directement sur la planète Mars. Alors c'est vrai que voilà, et c'est vrai que c'était extrêmement facile. C'était un petit peu utilisé à l'origine, je crois, comme une facilité, parce que bon, ça évitait de se poser des questions sur le voyage. Voilà, tout à fait. Mais d'autres auteurs beaucoup plus récents, comme Sprague de Camp avec De peur que les ténèbres, utilisent le thème de façon vraiment assez extraordinaire, puisque son personnage, qui est un professeur d'université, tout simplement un jour, il tombe dans une sorte de trou, et ce trou est un trou temporel, puisque le vortex ou la possibilité de sortir de l'univers est utilisée non seulement dans sa dimension spatiale, mais également souvent dans la dimension temporelle. Et là, il va se retrouver donc à la fin de l'Empire romain, et il va introduire le zéro dans les mathématiques, il va essayer de modifier la société, et se rendre compte que c'est pas aussi facile que ça, quand on est tout seul, de modifier toute une société. Alors, le domaine des univers parallèles, le domaine de ces sas, ces portes vers ailleurs, on peut dire que ce n'est pas que du domaine de la science-fiction. C'est-à-dire que ça a été vraiment, on peut dire, extrêmement exploré par les auteurs de science-fiction, dont toi. Ça vient aussi, je pense, de beaucoup de traditions, de beaucoup de légendes, avec des gens qui disparaissaient, qui réapparaissaient, et finalement on peut se poser la question de savoir sur quoi sont fondées toutes ces légendes. La science-fiction, en fait, a beaucoup utilisé les idées qui flottaient un petit peu dans l'air. Elle a utilisé aussi beaucoup la mythologie, elle a utilisé beaucoup les légendes, les traditions, et finalement on s'aperçoit que
du moins c'est une impression, que cette idée de passage entre des univers parallèles, cette idée finalement de vortex, de brèche, de trou et autres, comme les termes sont utilisés, eh bien, elle a des résonances dans la réalité, elle a des résonances dans la légende, mais également dans la réalité. On l'a vu dans certaines apparitions ou dans certains phénomènes qui sont liés au phénomène OVNI, et certains auteurs ont pas mal d'ailleurs réfléchi sur ce point, entre le phénomène OVNI et les univers parallèles. Je pense à Jacques Vallée en particulier. Et c'est vrai qu'il y a eu des épisodes, il y a eu des disparitions pour le moins mystérieuses qui peuvent laisser supposer qu'il y a quelque part des zones, des sas qui permettent d'accéder à un univers ou à un autre. Il y a quand même une affaire qui, moi, m'avait assez fasciné. C'était entre le milieu et la fin des années 70. C'était l'affaire du caporal Valdés, c'est-à-dire ce Chilien qui a disparu au cours de manœuvres, si mes souvenirs sont exacts, ils sont quand même un petit peu nébuleux, et puis qu'on a retrouvé un jour ou 2 jours plus tard, un quart d'heure. Ou un quart d'heure plus tard, et il avait vécu, lui, plusieurs jours. Sa barbe avait poussé, et il était complètement ébahi, peut-être pas autant même que ses compagnons, de se retrouver un quart d'heure après son départ, alors que lui avait finalement vécu ses journées physiologiquement. L'affaire du caporal Valdés est une affaire parmi d'autres touchant aux univers parallèles. Les vortex font partie de notre réalité. C'est pourquoi les personnes qui ont été déplacées au-delà de ces sas qui ouvrent sur autre chose ont été confrontées à des réalités qui n'existent pas sur notre monde. À cet égard, le cas de Jeannette Blum, l'épouse de notre ami Jean Blum, est significatif puisqu'elle aussi a touché du doigt les vortex. Jeannette Blum, nous sommes à Cuisa. Vous étiez à l'époque, en 1985, secrétaire médical. C'était en novembre, à 11h du matin à peu près. La journée était belle, mais vous alliez, je crois, offrir un cadeau à un enfant. Oui, à une petite fille de 3 ans, un chien à peluche. Donc je me rendais dans ces lieux mystérieux, mais pour moi, ce n'était pas mystérieux parce que je ne m'intéresse pas tellement à l'ésotérisme. J'allais là-bas, disons, franchement, faire plaisir à une petite fille. Est-ce que cette route, vous l'aviez déjà empruntée ou... Je l'avais empruntée une fois, mais de nuit. Je ne connaissais pas l'endroit. Bon, j'allais dans cette ferme, bien sûr, et je savais très bien qu'elle était située sur un promontoire, dont je la voyais très bien de la route départementale, mais je ne connaissais pas l'environnement. Ça, je savais très bien que c'était isolé, boisé, et c'est tout. Je roule à peu près 30 à l'heure, et d'un seul coup, pourtant j'accélérais, ma voiture vraiment a stoppé. Vraiment, je ne pouvais pas du tout avancer. Et plus j'accélérais, les roues patinaient, ça faisait un bruit terrible. Et donc, je suis sortie de ma voiture et avec mes mains, j'ai enlevé tous les cailloux possibles pour pouvoir avancer. Et là, à ce moment-là, je vois une ferme sur ma droite, une belle ferme construite avec des pierres apparentes de couleur ocre. Les fenêtres étaient grandement ouvertes parce qu'il faisait tellement bon. Et j'entendais un bruit de fond, un bruit qui ressemblait à un bruit de scie. Je me suis dit, bon, puisque je ne peux pas y aller en voiture, je vais y aller à pied. C'était pas loin, c'était peut-être à 300 mètres ma ferme. Je la voyais vraiment très bien, je la distinguais très bien. Alors je prends mon petit chien en peluche, je m'engage sur ce chemin, et qu'est-ce que je vois arriver? 3 chiens assez... Ils étaient quand même assez, ils ressemblaient à des chiens loups. Hein, ils étaient quand même assez costauds. Et ils sont venus vers moi, non pas du tout agressifs, non pas du tout aboyés. Ça, j'ai été impressionnée quand même. Et ils se sont rangés devant moi, formant une barrière avec des forces de passer. Hein. Alors, je me suis inquiétée. À un moment donné, je me suis dit, mais où je suis? C'est pas possible, je ne peux pas avancer avec ma voiture, je ne peux pas avancer en marchant. Et c'est là que j'ai vu le panneau, un panneau en bois, à 30 mètres de moi à peu près. Alors, une flèche m'indiquait qu'il y avait l'Egascou, ça je pouvais le lire étant donné que je connaissais, disons, le nom de la ferme. Mais par contre, il y avait une flèche qui indiquait l'autre ferme. Et là, je n'ai pas pu lire le nom de cette ferme.
Jeannette Blum, nous sommes sur le site où vous avez vécu cette étonnante aventure. Alors décrivez-nous un peu ce site. Eh bien ce site, le voilà, j'ai trouvé ma ferme ici, sur ce promontoire-là, juste en face de nous. Cette coopérative agricole où ils vendent du fromage de chèvre n'existait pas. Bon, et à ma gauche, vous avez les Gascous, dont vous voyez dans la ferme, on la voit d'ici, d'assise également en hauteur, sur un promontoire. C'est là où j'étais décidée d'y aller à pied, c'était pas loin, quand j'ai vu que je n'avançais pas avec ma voiture. Et c'est là, à droite, que les chiens sont arrivés et qui m'ont interdit de passer. Hein. Ils ont fait comme une barrière, 3 chiens, ils ont vraiment rempli le chemin. Et donc le site n'a guère changé. Si je m'aperçois quand même que le chemin vicinal il y a toujours des pierres, était beaucoup plus plat. Mais quand je me suis arrêtée, bien sûr, il était marécageux, hein, un peu comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans ma voiture face au chien et j'ai dit, pourvu que je puisse faire marche arrière. Et marche arrière, j'ai pu faire marche arrière jusqu'à la route départementale. Je suis arrivée chez moi, mon mari est arrivé, je lui raconte cette histoire. Il m'a bien écoutée d'ailleurs. Il m'a dit, écoute, tu téléphones à cette dame et tu lui racontes ce qui s'est passé. Et alors effectivement, je téléphone et je le lui dis. Je lui ai dit, je n'ai pas pu te joindre étant donné qu'il y avait 3 chiens qui me barraient la route. Elle me dit, mais enfin, c'est pas possible. Parce que je suis isolée, je suis seule et je n'ai qu'un chien, il est brave comme tous, un petit toutou, enfin vraiment, hein, pas du tout agressif. Moi j'ai dit j'avais 3 chiens qui m'ont empêché de passer. Et j'ai dit, mais ce qui me rassure dans le fond, c'est que tu as une ferme à côté, tu n'es pas tellement isolée. Elle me dit, mais enfin, il n'y a pas de ferme. Je t'assure, il n'y a pas de ferme. Alors quand elle m'a dit ça, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens folle ou pas? Jean Blum, ton épouse, Jeannette, a vécu une aventure tout à fait singulière. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions? Ce qui est arrivé à Jeannette, ma femme, m'a beaucoup intrigué, interpellé, précisément parce que c'est une personne très ouverte sur beaucoup de pôles d'intérêt. Cela dit, elle n'est pas obnubilée par l'ésotérisme, elle est beaucoup moins que toi, si tu permets, ou moi par exemple. Et mon premier souci a été de nous assurer tous les deux de l'authenticité des faits. Ça veut dire que le lendemain, nous avons cherché d'abord à exclure toute possibilité d'erreur. Nous sommes allés sur le terrain, nous sommes entrés en chacun des chemins partant de cette route allant de Rennes-les-Bains à Bucarache et revenant vers Rennes-le-Château, la Val-Dieu, et il n'y avait pas d'erreur possible. Elle était effectivement sur le chemin conduisant à la ferme de notre amie Anne. Elle était où elle pensait être. Et effectivement, la ferme qu'elle avait vue, la seconde ferme qu'elle avait vue le lendemain, n'y était plus. Mais il y a encore un siècle, des scientifiques auraient exclu la chose ou l'auraient examinée en tant que curiosité médicale. De plus en plus, la science moderne rejoint certains grands enseignements traditionnels. Les écoles des mystères sont beaucoup plus près de la physique quantique qu'une religion particulière ne l'est de la science du XIXe siècle. À l'heure actuelle, des choses comme la physique quantique considèrent qu'il y a des relations privilégiées, des interférences entre chaque être humain et l'univers tout entier. D'une certaine façon, la physique quantique postule que nous créons l'univers en l'observant. Et certaines écoles de la physique quantique envisagent que l'univers se subdivise à chaque plus court instant possible, ça s'appelle le temps de Planck, ça, et que l'un de ces univers est consacré, sacralisé, dirais-je même, comme réel par notre observation et perdure dans le temps. Mais que se créent des univers fantômes ou existants dans d'autres dimensions qui, à des moments donnés, peuvent interférer avec l'univers vrai. Alors, prenons un cas de figure en 30 secondes. Sur le site de cette ferme, à un moment donné, un monsieur quelconque gagne le gros lot à la loterie. Il hésite entre faire construire une ferme là et aller couler des jours heureux au bord de la mer. Il prend l'hypothèse jours heureux au bord de la mer et il n'édifie pas cette ferme. Mais l'hypothèse qu'il exclut part dans un univers fantôme, il édifie ailleurs où son double édifie.